le journal. Vous êtes sur Mondico Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. D'abord, les titres de votre journal. Le travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 coupée par une érosion entre les quartiers Matadi-Mayo et Envrac avance à pas de géant, causant les embouteillages monstres de l'Upen par la route bypass en passant par la cité verte, un embouteillage causé par le stationnement des camions remorques. Le ministre de l'Intérieur Daniel Asselou a présidé la première réunion du comité de pilotage composé de la CENI et quelques membres du gouvernement pour un état de lieu des opérations. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est difficile d'atteindre les quartiers Upen par la route bypass en passant par la cité verte. C'est suite à un embouteillage monstre causé par le stationnement de camions remorques vu les travaux de réhabilitation entrepris vers Matadi-Kibala suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville la nuit du 13 décembre qui a coupé en deux cette voie et reportage de Rantalouiela et Fitempanzo. Embouteillage sans précédent sur l'avenue Bypass depuis le samedi 17 et ce lundi 19 décembre du côté de Mongafula allant jusqu'à la cité verte et se prolongeant vers la route Matadi-Kibala. Ce sont les camions remorques stationnés sur cette grande artère qui sont à la base de cet embouteillage. Il faut dire que le travaux entrepris au niveau de la route de Matadi depuis la pluie du mardi 13 décembre qui avait coupé cette voirie en deux entraîne toutes ses conséquences. Cette situation handicape la circulation de la population et de biens avec le coût des transports qui a grimpé. Contraints d'emprunter le moto, soit marcher à pied, les usagers de cette route ont exprimé leur désarroi. Nous n'avons qu'une seule route. Le poids lourd pouvait passer par Njili Brasserie, la route laissée par le Belge, pour atteindre Sonabata. En lieu et place de nous construire de saute-mouton, il fallait penser à cela. Vous voyez comment les gens sont en train de souffrir. Les gens souffrent. Moi, je suis ici, moi, c'est juste ici à côté. Je n'arrive même pas. Il y a La charge du président Félix Tshisekedi pèse tellement qu'ils lui viennent en aide. Ce qu'ils font retombe toujours sur lui. À en croire à un communiqué de l'agence de grands travaux, c'est autour des 13 heures que les trafics pourra répondre pour ces véhicules poids lourds en partance pour Matadi dans le Congo central. Le travaux de réhabilitation de la route nationale coupée par une érosion entre les quartiers Matadi-Mayo et Envrac des suites de la dernière pluie diluvienne de mardi à Kinshasa ont démarré la semaine dernière en vue de rétablir le trafic sur cette voie importante sur le plan économique. Les usagers de la route bypass à Mongafula dans son tronçon compris entre l'arrêt commune Triangle Cité Verte et Matadi-Kibala insistent sur l'accélération des travaux pour trouver la solution au problème d'embouteillage. Laetitia Moulalou et Deo Chilombo pour ce reportage. La route bypass dans la commune de Mongafula, au niveau de l'arrêt Envrac et Matadi-Kibala, est en train d'être réhabilitée. Le constat a été fait ce lundi sur le lieu. Les pratiquants de ce tronçon, chauffeurs, commerçants, piétons et autres ont fait savoir les difficultés ainsi que les embouteillages causés par plus d'une centaine de remorques abandonnées sur bypass suite à la coupure en deux de cette avenue après les dégâts causés par la pluie diluvienne du 12 au 13 décembre à Kinshasa. La population lance un cri d'alarme aux autorités. Le fait d'avoir qu'un seul tronçon devient de plus en plus nuisible et pourtant la capacité d'en créer d'autres s'avère être possible. Nous qui pratiquons cette route, demandons à ce que les autorités décantent cette situation le plus vite possible en créant une route secondaire afin d'éviter les embouteillages.
eza na nzela oyo basali déjà oyo ekebimati pompage alors basalela biso baroute secondaire wana or soki banzela wana ezalaki nango déjà bien na moment oyo banga basala mosala a tête reposée bakamion ezolekela kuna tosali déjà lelo 3e jour bana tokangama na nzela na embouteillage mosala ezosalama na mwa landière. Je suis chauffeur, nous sommes bloqués ici depuis des jours dans cet embouteillage. Les travaux se font, mais avec lenteur. Au lieu de finir une fois pour toutes, ils font passer les gens moyennant de l'argent. Il faut me réguler votre circulation et n'engager votre temps. Nous avons un bon poste pour les missiles à la banane pour banane sans cette étrange. Donc comme c'est presque 9 ans pour nous tous ensemble. Nous avons des là. On ne sait quoi faire. Cette route est en état de réhabilitation pendant que d'autres véhicules passent au lieu de faire d'abord passer les poids lourds, soit les évacuer d'ici, en attendant la fin des travaux pour nous éviter les embouteillages. L'appel lancé aux autorités nécessite une intervention rapide pour que la circulation reprenne normalement. La situation de personnes en insécurité en Afrique centrale préoccupe les Nations Unies qui annoncent de milliers d'individus subissent des déplacements forcés pour plusieurs raisons politiques, communautaires et diverses. Pour le cas de la République démocratique du Congo, les récentes intempéries ont aggravé une situation déjà alarmante avec l'insécurité dans les provinces. Rapport sur cette situation dans cet élément de la rédaction. Suivez. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale font face aux pires inondations depuis des années, ont fait remarquer au cours d'une conférence de presse les agences humanitaires. Elles indiquent que 8 200 000 personnes dans 20 pays sont affectées par de lourdes pluies. Au total, plus de 1400 personnes ont perdu la vie, 2 900 000 ont dû fuir de chez elles et plus de 513 000 habitations ont été détruites. À cette situation s'ajoutent d'autres crises politiques qui provoquent des guerres et insécurités, communautaires qui entraînent des violences tribales et des déplacements des personnes, économiques qui amènent famine et multiples malaises sociaux. Bref, de nombreuses parties de l'Afrique centrale luttent déjà contre des niveaux élevés d'insécurité alimentaire, de malnutrition, d'instabilité et de violence. Les autorités nationales et locales des pays concernés devraient s'atteler à diriger leurs réponses selon le souhait et l'avis des agences humanitaires en associant plusieurs partenaires de la société civile et des organismes internationaux afin de renforcer la lutte comme la prévention de toutes ces difficultés. Selon les autorités congolaises et OCHA, organisme des Nations Unies chargé des réfugiés, au moins 169 personnes ont péri dans les dégâts des pluies du 12 au 13 décembre. Une trentaine de blessés ont été identifiés. Le bilan matériel est tout aussi lourd, plus de 280 maisons ont été détruites. Outre Kinshasa, les provinces de l'Équateur, du Maniema, du Nord Ubangi, du Sud Ubangi et de la Chopo ont enregistré aussi des inondations depuis octobre, entraînant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Le malheur dans tout ceci est que nous traversons à peine le milieu de la saison des pluies qui se réserve encore de grandes fréquences de précipitations et intempéries dès janvier à mars. Les négociations des conséquences de la COP27 qui s'est poursuivie à Montréal, au Canada, entre le pays le plus riche et le premier pollueur de la planète, avec en face le représentant de pays en développement, possesseurs de la biodiversité, ont finalement produit un résultat qui n'arrange pas suffisamment la République démocratique du Congo. La RDC y a été représentée par Eve Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, qui a défendu plusieurs formes de compromis. Reportage de Guy Ilunga. L'espoir de sceller à Montréal un pacte de paix avec la nature d'ici 2030 était encore suspendu à d'importants points de blocage. L'objectif phare de protéger 30% des terres et des mers d'ici 2030 ne faisait
toujours pas de consensus, alors que scientifiques et ONG estimaient qu'il en fallait 50% pour enrayer la crise de la biodiversité. À ce jour, 17% de terres et 8% de mers sont protégés, mais pour certains pays, la marche à franchir en 8 ans est trop haute. La plupart des pays en développement critiquent l'approche conservationniste des pays riches qui sont responsables du 3/4 de la pollution de la planète, tout en désirant à la fois des aires protégées pour des usages durables de ressources. Encore disponibles dans les pays pauvres, à l'inverse, les ONG qui militent pour la protection et conservation de l'environnement craignent de voir naître des parcs sur le papier et des catastrophes sur le terrain. Actuellement, à Montréal, au Canada, où se déroule un autre round des négociations, après celle d'Égypte, il y a eu un bémol pour la RDC, représentée par Mme F. Bazaïba, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a eu le courage de menacer les pays du Nord qui ont opté de donner au Rwanda l'arbitrage des négociations qui relèvent de la souveraineté congolaise. Par le Rwanda, facilité par le Rwanda, alors que le Rwanda soutient les terroristes qui s'évertuent dans notre pays depuis 20 ans, qui ont détruit l'environnement, qui ont détruit la biodiversité dont la communauté internationale s'était. Dans ces conditions, alors que nous représentons une solution mondiale, nos capacités de forêt à absorber les pollutions dont nous ne sommes pas responsables, nous donnons la possibilité aujourd'hui au monde d'atteindre 1,5 degré Celsius de l'objectif pour la température moyenne du monde en donnant la matière qu'il faut à changer de procédés polluants à non polluants. Aujourd'hui, nous parlons tous en termes de véhicules électriques. Mais les coltan, les lithium, les cobalt, tout ça, vous pouvez en République démocratique du Congo, aujourd'hui, théâtre d'affrontement. Et c'est là où il y a des réseaux du banditisme, des trafics illicites, des armes et des minerais, des femmes victimes de violences, des populations énormes en errance et même cette biodiversité en errance. La RDC entend que le respect des promesses et la considération de sa dignité comme de sa souveraineté lui soit rendue en raison de l'immense richesse écologique du bassin du Congo qu'elle possède. Le Rwanda ne produit pas les coltans. Le Rwanda ne produit pas de l'or, mais il est classé dans la bourse comme producteur de coltan, producteur de l'or. Mais ça sort de l'ordinaire. Nous sommes tous des pays civilisés. Nous devons respecter nos engagements. Le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays ouvert à la paix. Il y a plein de Rwandais qui sont en République démocratique du Congo, qui sont nos frères, qui sont nos sœurs. Ici, je n'épingle pas la population rwandaise. Je mets en exergue le comportement des dirigeants rwandais. Contre toute attente, les pays du monde entier ont adopté ce lundi 19 décembre un accord historique à Montréal pour tenter d'enrayer la destruction de la biodiversité et de ses ressources indispensables à l'humanité. Après 4 années de négociations difficiles, 10 jours et 1 nuit de marathon diplomatique, plus de 190 États sont parvenus à un accord sous l'égide de la Chine, présidente de la COP15, malgré une opposition de la République démocratique du Congo. Ce pacte de paix avec la nature appelé Accord de Kunming-Montréal vise à protéger les terres, les océans et les espèces de la pollution, de la dégradation et de la crise climatique. Les pays se sont mis d'accord sur une feuille de route visant notamment à protéger 30% de la planète d'ici 2030 et à débloquer 30 milliards de dollars d'aide annuelle à la conservation pour les pays en développement. Charles Chapuis, vous parlez processus électoral dans ce journal. À 1 année de la tenue effective des élections en République démocratique du Congo, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a présidé la première réunion du comité de pilotage composé de la CENI et de quelques membres du gouvernement pour faire un état de lieu des opérations électorales sur terrain, essentiellement celles liées à la sécurisation de la cartographie du bureau et vote du déploiement de matériel sur l'ensemble du territoire national. Regardez. La sécurisation des élections, dont la première étape est censée se négocier fin décembre 2023 avec l'enrôlement des électeurs, se présente comme un pari en République démocratique du Congo au regard de la recrudescence de la sécurité, surtout dans la partie orientale du pays. C'est autour de cette question que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a réuni les parties prenantes au processus, quelques membres du gouvernement,
la Commission électorale nationale indépendante, la police nationale congolaise et les comités du groupe technique de la sécurisation des élections. Pour scruter le voie susceptible de favoriser le scrutin apaisé et fiable, conscient sur le fait qu'une bonne sécurisation du fichier dépendra de l'effectivité de la police. Pour scruter le voie susceptible de favoriser le scrutin apaisé et fiable, conscient sur le fait qu'une bonne sécurisation du fichier dépendra de l'efficacité de la police. Il vient d'être décidé par ces comités réunis en réunion et plus particulièrement par les membres du gouvernement de la République faisant partie de ces comités. Il venait d'être décidé, disais-je, qu'il soit posé comme problème au Conseil des ministres pour que nous puissions procéder à un recrutement spécial pour la sécurisation du processus électoral. La CENI a déjà pris la pirogue avant nous, mais nous lui avions demandé de ne pas continuer seule. Et elle est là, à nos côtés. Nous avons décidé d'aller ensemble. Cette rencontre a permis aux différentes parties de se forger une conviction en rapport avec la dynamique électorale en cours, un test pour le régime en place qui en est à sa première organisation du scrutin électoral, à en croire Denis Kadima, président de la CENI. Dans l'actualité également, les réactions viennent de partout après l'annonce de Moïse Katumbi sur le plateau de France 24 le 16 décembre dernier, annonçant sa candidature à la présidentielle du 20 décembre 2023. Plusieurs cadres se sont exprimés sur la toile et les réactions sont mitigées, nous dit Bijou Lumuna. Moïse Katumbi a annoncé le vendredi 16 septembre 2022 sur le plateau de France 24 qu'il serait candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023. Une annonce qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Pour Jean Baudouin Mayo, ancien ministre du Budget, l'heure est à présent au respect de la Constitution sur la question de double nationalité. La Constitution dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Nous avons vu plusieurs passeports de M. Katumbi. Je n'ai rien contre lui. Mais nous avons vu plusieurs passeports de ces messieurs, tantôt zambiens, tantôt juifs, tantôt italiens. Ça veut dire qu'il a déjà perdu la nationalité congolaise parce qu'elle est exclusive. Elle n'accepte pas de concurrence. Alors, la loi dit que pour être candidat président de la République démocratique du Congo, il faut avoir la nationalité congolaise. Lui ne l'a pas. Comment dit-il qu'il sera candidat président de la République dans ce pays? Ça, c'est chercher le désordre. Toujours sur la toile, plusieurs internautes ont aussi réagi en évoquant la fameuse question de la nationalité. Maître Francis Kalombo, porte-parole adjoint et coordonnateur du parti Ensemble pour la République, a quant à lui exprimé son soutien face à la candidature de Moïse Katumbi. Sur les ondes d'une radio de la place, il a déclaré qu'on ne peut plus revenir sur la question de la nationalité, étant donné que ce problème a déjà été résolu. Notons que plusieurs cadres du parti Ensemble pour la République et autres personnalités se sont réunis ce lundi 19 décembre 2022 à Lubumbashi pour prendre part au congrès qui débute le mardi 20 décembre 2022. Congrès qui doit valider la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle prévue en décembre 2023. Les anciens étudiants de l'UNIKIN accusent 3 professeurs de la faculté des droits cités précédemment dans le dossier Matata Pogno. Ces derniers s'étaient déclarés incompétentes de le juger dans la Cour constitutionnelle. Pour ces derniers, Matata Pogno ne saurait être poursuivi devant cette instance sur base de l'article 163 de la Constitution de la République qui stipule que la Cour constitutionnelle est jugée de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour l'inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Melkisedek Kibonge pour ses commentaires. Les anciens de l'université de Kinshasa, UNIKIN en sigle, saisissent le conseil d'administration des universités pour demander la déchéance des professeurs et juges à la Cour constitutionnelle.
le professeur Jean-Pierre Mavungo, François Bakona et Sylvain Loumou. Les accusations contre ces juges portent sur la précipitation de ces derniers à déclarer la haute cour incompétente de juger l'ex-premier ministre Augustin Matata Pogno, se basant sur l'article 163 de la Constitution. Jean-Pierre Mavungo et François Bakona sont accusés par les anciens de l'INEKIN d'avoir une implication directe dans la composition de la Cour constitutionnelle en tant que juge ayant rendu l'arrêt contradictoire sous le RP 1816 en date du 18 novembre 2022. Le juge Sylvain Loumou est accusé pour sa proximité et accointance politique avec l'exécutif et dont les desseins est de servir de courroie de transmission d'une certaine orientation politique. Ces anciens de l'université de Kinshasa sont convaincus que leur déchéance permettrait de laver l'opprobre sur la faculté de droit du fait que cette juridiction soit créée dans le seul but de nuire aux autres. Dans le reste de l'actualité, la Fondation Terre d'Avenir, une structure d'accompagnement pour les œuvres sociales et d'appui au développement, a dans le cadre de ses attributions distribué plus de 160 pagnes aux veuves catholiques de la paroisse Précieux-Sang au quartier Tchad. Nous sommes là dans la commune de Mongafula. Maître Pierre Pépin Kwampuku, son initiateur, a aussi rencontré les femmes de l'association Bolingo pour parler développement. Un reportage signé Ranta Luela et Vite Mpanzu. En marge de festivités de Noël et en fervent catholique, l'initiateur de la Fondation Terre d'Avenir, Maître Pierre Pépin Kwampuku, a remis près de 160 pagnes avec effigie de l'église catholique aux veuves de la paroisse Précieux-Sang, située au quartier Plateau 2 à Tchad, dans la commune de Mongafula. Une façon d'offrir un sourire à cette catégorie de femmes marginalisées. Les bénéficiaires ont eu de mots justes à l'endroit de leurs bienfaiteurs. Notre souci était d'avoir un représentant. Le veuve souffre. Merci d'avoir pensé à nous pour le pagne. Une mère qui donne naissance porte un nouveau pagne et nous enfanterons l'enfant Jésus. Avec notre papa, nous irons de l'avant. Nous sommes très contentes de ces gestes. Nous tous allons le soutenir. Il est et vit avec nous dans ce quartier. Il connaît les réalités. Très ravi de l'accueil lui réservé par les mamans catholiques, Maître Kwampuku est revenu sur le mobile de ses gestes. Nous sommes la Fondation Terre d'Avenir et c'est une fondation qui a pour objectif de promouvoir le développement, de partager aussi avec ceux qui sont dans les conditions les plus démunies. Et pour aujourd'hui, nous sommes venus vers les mamans catholiques, principalement la catégorie des mamans veuves, qui n'ont plus de ressources, qui n'ont pas de mari. À la veille de Noël, nous avons voulu honorer ces mamans en leur redonnant espoir qu'elles ne sont pas seules, qu'elles peuvent compter sur la Fondation, elles peuvent compter sur nous. Nous sommes là pour les accompagner, nous sommes là pour les soutenir, nous sommes là pour partager avec eux la joie de l'enfant Jésus qui va naître. Une journée très chargée pour le président de la Fondation Terre d'Avenir qui a aussi communié avec les femmes de l'association Bolingo autour de projets de développement vu le nombre de filles à relever au quartier Tchad. Il les a aussi rappelées de s'enrôler massivement le 24 décembre prochain. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. L'ANC, parti historique au pouvoir en Afrique du Sud, a reconduit le président Cyril Ramaphosa à sa tête, lui ouvrant la voie à un second mandat de chef d'État, a annoncé lundi le Congrès national africain embourbé dans un scandale depuis 2 mois. Il avait échappé à une procédure de destitution la semaine dernière. Regardez. Une victoire écrasante pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, reconduit sans surprise à la tête de son parti, le Congrès national africain. Cette fonction va lui permettre de prétendre un second mandat présidentiel.
Plus de 4000 délégués réunis en congrès à Johannesburg avaient été appelés à voter pour désigner leur prochain leader. Face à Cyril Ramaphosa, l'unique candidat pour diriger l'ANC était l'ex-ministre de la Santé qui avait été forcé à démissionner l'année dernière, visé avec son fils par des accusations de détournement des fonds. À 70 ans, Cyril Ramaphosa remporte cette élection avec 2497 voix contre 1897 pour Zweli Mkhize. Paul Machakile, ancien étudiant et membre du Congrès des étudiants sud-africains, a quant à lui été vice-président du parti. L'ANC renouvelle sa confiance à Ramaphosa, resté favori malgré une affaire impliquant la découverte de liasses de dollars dans l'une de ses propriétés. Le président avait récemment pu échapper à un vote de destitution au Parlement et l'ANC majoritaire avait fait corps autour de lui, imposant à ses élus de le protéger. Je vous propose à présent de suivre la revue de presse. La tempête des tropiques offre pour son actualité de ce lundi 19 décembre plusieurs titres intéressants. En sport, avec le mondial au Qatar où l'Argentine a vaincu la France. Au tir au but après un match plein de rebondissements quant aux prouesses des footballeurs vedettes, à savoir Kylian Mbappé et le désormais méga monstre sacré du football Lionel Messi qui gagne le titre. En politique, le même journal annonce que pour les élections en 2023, Félix Tshisekedi désigné candidat du RDT, Rassemblement des démocrates tshisekédistes, dont le coordonnateur national, le Dr Sylvain Mutombo, a pris cette résolution au premier congrès de ce parti organisé du 15 au 16 décembre à Kinshasa. Le journal L'Avenir livre pour sa part que Tshisekedi ordonne la destruction des constructions anarchiques au poste haute tension de la Funa SNEL. C'est lors de sa visite d'inspection des travaux d'entretien du poste haute tension touché par des graves inondations. Ce poste qui alimente 474 cabines du centre-ville et reparti dans 10 communes pour servir plus de 400 000 personnes a été victime des conséquences des constructions anarchiques qui l'environnent. C'est ainsi que le chef de l'État, pour prévenir d'autres dégâts sur ce poste stratégique, a ordonné à l'hôtel de ville et autres responsables du secteur de détruire toutes ces architectures illégales purement et simplement. Katumbi dans l'arène, titre Africa News qui assure que le chairman met le feu avant le congrès décisif de Lubumbashi qui devrait s'ouvrir en principe le mardi 20 décembre dans la capitale du cuivre. Africa News assure que Moïse Katumbi a abattu ses cartes. Sa stratégie d'occupation du terrain médiatique a bien fonctionné. Il est au cœur de l'actualité politique selon Africa News. Une épine gênante sous les pieds de Félix Tshisekedi pour 2023 aligne en manchette la prospérité qui publie fraternisation politique et décadence idéologique de la RDC face à l'hégémonisme stratégico-mécaniste rwandais. Tribune du philosophe Antoine Dover Osongo Lukadi, docteur, professeur, bref, un monsieur qui a plusieurs flèches dans son arc, qui déploie une abondante théorie à multiples explications qu'on en sort un peu étourdi par cet éclectisme politique. Le phare, lui, revient sur la démarche sur la route Matadi du chef de l'État qui a reconnecté Kinshasa et Matadi après 4 jours de paralysie de la nationale numéro 1. Les usagers de cette route, déclare le phare, ont poussé un ouf de soulagement lorsque le président de la République a donné le signal de la reprise du trafic automobile sur cet axe routier. Ça a été une bonne chose. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Allez, on va prendre à présent le rappel des titres avant de renfermer les rideaux de cette grande édition du journal. Le travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 coupée par une érosion entre les quartiers Matadi-Mayo et Envrac avance à pas de géant, causant les embouteillages monstres de Lupin par la route bypass en passant par la cité verte, un embouteillage causé par le stationnement des camions remorques. Le ministre de l'Intérieur Daniel Assilou a présidé la première réunion du comité de pilotage composé de la CENI et quelques membres du gouvernement pour un état de lieu des opérations. Fin complète de cette grande édition du journal. Merci de votre attention soutenue et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie.